Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons parler donc du prêt bancaire, qui est un prérequis nécessaire et fondamental quand on veut monter un business si on n'a pas d'argent pour financer en fonds propres l'activité. Donc, ça passe par une démarche bancaire, généralement. On va voir qu'il y a d'autres solutions, mais une des solutions les plus simples, c'est d'aller voir une banque et de monter donc un dossier pour obtenir pour obtenir un prêt. Donc, première partie de la préparation, c'est le prêt bancaire. Deuxième partie, l'outil pour obtenir ce prêt, le sésame, c'est le business plan. Alors, le prêt bancaire, donc, dans le cadre d'un projet de reprise d'entreprise ou de création d'entreprise ou de lancement d'un projet, quand on va voir une banque, en fait, généralement, les gens qui ne sont pas habitués voient que la porte est quand même difficile à passer. Pourquoi? Parce que le sésame, c'est effectivement passer devant une institution bancaire. Et donc, les banques en fait, sont très frileuses en France. À l'étranger, un petit peu moins. En Allemagne, en Angleterre, en Suisse, l'ouverture d'esprit est beaucoup plus grande. En fait, ils analysent le dossier avec une grande sélectivité. Et d'abord, une demande de crédit doit démontrer la solidité financière irréprochable dès le premier contact. Alors, ce que demandent les banques en France aussi, ce qui est une spécificité, c'est qu'ils demandent au moins un apport de 30% du financement total. C'est-à-dire, vous mettez 30 sur la table, ils mettent les 70% restants. Et cet apport, c'est en fait un signal fort de confiance et d'engagement. De très nombreuses fois, et c'est très agaçant en fait, je suis toujours très agacé par cette remarque des banques, ouais, si vous ne mettez pas d'argent dans le projet, c'est que vous n'y croyez pas. Mais c'est idiot. C'est idiot, c'est simplement parce qu'on n'a pas d'argent pour financer le projet qu'on vient voir une institution bancaire pour financer. Donc, ce 30%, ce 20 ou 30%, c'est un passage obligé avant de pouvoir débloquer des fonds pour financer l'opération. Alors, le temps investi est crucial. Hein, il faut pas avoir peur de passer du temps. Le dossier le plus long que j'ai eu à financer, ça a duré 2 ans. Et le montant était de 4 millions d'euros à lever en fonds propres. Et j'ai mis 2 ans pour lever les 4 millions. Donc, une autre vertu également de l'investisseur, c'est d'être têtu et de ne pas avoir peur des obstacles en réunion avec les banques. Donc, il faut maîtriser parfaitement les indicateurs financiers. Hein. La stratégie gagnante, c'est une maîtrise parfaite donc, des indicateurs financiers. Hein. C'est vraiment une présentation qui est très, très, très bien faite, où le banquier ne va pas voir glisser le petit doigt pour trouver une faille dans l'opération. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir transformer ce projet ambitieux, effectivement, en une réalité économique durable. Alors, les points clairs à tenir, c'est après bancaire, c'est l'évidence bancaire par les entreprises, la préparation du dossier est essentielle, l'apport personnel de moins de 30%, la démonstration de solidité financière. Hein. Le temps consacré à structurer le dossier, c'est un indicateur stratégique, un investissement stratégique très important. Et puis les banques analysent les demandes avec une sélectivité accrue. Ils sont vraiment très très durs pour prêter de l'argent. Alors il faut dire aussi à leur décharge qu'il y a un certain nombre d'individus qui ont présenté dans le passé des projets qui, de l'extérieur, apparaissaient grandiloquents, merveilleux, extraordinaires, et qui se sont terminés en gabegie financière extraordinaire. Alors, on ne va pas citer de nom pour ne pas blesser, mais j'ai en tête 2-3 entreprises qui ont fait très fort. Et donc, ça explique également je dirais la fragilité des banquiers. Par contre, j'ai un dossier on peut en parler parce que tout le monde connaît la société, c'est Doctolib. Doctolib, pour moi, j'ai été amené à regarder ce dossier parce que j'avais un client qui voulait développer une activité connexe. Et j'ai été amené à regarder les comptes de Doctolib. Pour moi, Doctolib, c'est un succès établi, entre guillemets, proven success, grande idée, etc., etc. Et Doctolib, figurez-vous, perd 3 ou 4 millions par an.
je suis tombé de ma chaise. Et là, la deuxième fois où je suis retombé de ma chaise, après m'être assis, c'est que j'ai découvert que la BPI, alors la BPI, je ne sais pas si vous connaissez cette institution, c'est un établissement connu et reconnu. Quand on rentre à la BPI pour avoir un prêt, vraiment, c'est la perfection parfaite, entre guillemets. Et j'ai découvert que l'administrateur de la BPI, qui est actionnaire de Doctolib, a investi 320 millions dans Doctolib. Donc une société qui est en perte structurelle, la BPI a investi 320 millions, 321 millions dans la société. Alors que si vous allez voir la BPI avec un dossier qui présente, mon Dieu, quelques petits risques, mais le risque, c'est l'activité de l'entrepreneur, la BPI vous ferme la porte. Donc, comme quoi, il y a des fois des situations qui sont étonnantes. La réussite, donc, dépend d'une maîtrise des indicateurs financiers. Et donc, le projet, comment on va le concevoir? On va avoir un marché en face de nous qui est un marché où la prudence domine. Donc, on va avoir un discours extrêmement précis face à la banque pour montrer la viabilité et surtout les potentiels de remboursement. Alors, ça passe par la CAF, la capacité d'autofinancement. Quand vous avez une CAF positive qui augmente en incluant le remboursement des prêts, généralement, le banquier est rassuré, il voit que vous avez la possibilité de rembourser sans problème les sommes qu'il vous a prêtées. La sélectivité des banques et les agences de solvabilité, ce sont deux critères sur lesquels votre projet va être jugé. Et la banque peut accepter ou rejeter votre demande. Sa décision, c'est uniquement le comité de crédit qui va la déterminer avec les critères de solvabilité. Alors, dans le cas d'un refus, il faut que la banque motive ses choix. C'est-à-dire qu'elle vous envoie une belle lettre en disant voilà, nous ne pouvons pas financer ce projet pour telle et telle raison. Alors, ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, là aussi, expérience personnelle, quand j'ai voulu financer, alors en l'occurrence, le projet que je voulais financer, c'était une poissonnerie industrielle à Paris, qui faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, bilan établi, 15 ans d'âge, le propriétaire voulait passer la main. Et ça m'a fait d'ailleurs beaucoup rire après, parce que j'ai trouvé l'argumentation stupide. Les premières banques que je suis allé voir m'ont dit, mais monsieur, si vous n'avez pas de pêche, comment vous allez faire pour faire du chiffre d'affaires? Alors, c'est une question stupide, parce qu'on n'a jamais vu un bateau partir en mer et revenir bredouille. C'est du jamais vu. Bon. Et donc, si vous faisiez de la viande, ça serait beaucoup plus simple. Voilà une argumentation bidon, stupide, d'une banque qui, en fait, n'est pas intéressée par le projet. Alors, quand ils disent qu'il faut motiver le refus de financer le projet, on va dire que c'est un petit peu relatif. Mais enfin, on est en France aussi, il faut l'intégrer. Alors, plus le montage est complexe, plus les garanties spécifiques vont être engagées pour rassurer le prêteur. Généralement, il faut répondre efficacement quand on est avec un montage un peu complexe. Il faut répondre par une expertise très pointue dans le dossier pour expliquer ou détricoter, entre guillemets, le risque que la banque peut percevoir. Et donc, la capacité à mobiliser les ressources dépend exactement de cette étape. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est que pour obtenir un financement, il faut structurer un dossier bancaire complet et de manière très précise. Alors, ça paraît être une évidence, oui. Dans la réalité, c'est souvent il y a des failles qui apparaissent dans les calculs ou qui ne sont pas au rendez-vous. Alors, il faut mettre des prévisions financières. Généralement, c'est entre 3 et 5 ans, 7 ans des fois. Mais 7 ans, ça n'a pas de sens parce que, regardez, par exemple, on ne sait pas à la fin de l'année à combien on va terminer en inflation ni au chômage. Donc, faire des prévisions à 7 ans pour une entreprise, ça relève de l'exploit. Donc, c'est une tendance, en fait, qu'on va montrer à la banque. Mais 3-5 ans, généralement, c'est les périodes qui sont retenues et qui paraissent avoir du sens. La banque donc peut valider
la viabilité du crédit. Et à ce moment-là, en fonction des taux, alors les taux ont remonté, hein, vous le savez, il y a une remontée des taux là, un petit peu inquiétante. On va plutôt vers du 4,5, même 6, en termes taux d'intérêt. Et en termes de durée, du 20 ans devient un peu délicat. 10-15 ans, c'est quelque chose qui est plus dans l'air du temps. Alors, il y a un point qui est important aussi, c'est quand on négocie un prêt bancaire, c'est négocier une période de vacances. Je m'explique. Les remboursements, normalement, vous lancez votre projet et les remboursements démarrent. Vous avez la possibilité de demander une période de vacances d'un an ou 2 ans. 2 ans, c'est très rare, mais 1 an. C'est-à-dire pendant 1 an, vous ne remboursez rien. Ça vous permet d'accumuler du cash, si vous gérez bien votre entreprise, pour avoir un matelas de sécurité et faire face éventuellement à pas un retournement du business, mais une difficulté qui peut apparaître dans le business. Et donc, ça permet comme ça d'avoir une tranquillité d'esprit. Alors, l'idée, ça va être éventuellement pour optimiser nos chances, on a la possibilité de contacter directement des banques. L'autre possibilité, c'est de passer par un courtier en financement. Alors, ce courtier, c'est stratégique de passer par ce courtier. Pourquoi? Parce qu'on peut gagner du temps. Il a la connaissance des banques, il est introduit déjà dans les banques, et puis il a la capacité de vous dire ça et ça et ça, il faut le corriger parce que ces éléments vont être des facteurs bloquants par rapport au phénomène banquier. Donc, des conseils qui anticipent les questions des banques, et donc il peut vous aider à mieux structurer le financement de votre dossier. Et puis, surtout, cette expertise par rapport aux banques permet de sécuriser la pérennité de l'entreprise en étant réellement dans la capacité réelle de cette entreprise à rembourser la dette qu'elle va créer. Un autre point qui est important, c'est le business plan. Alors, le business plan, lui, c'est quelque chose qui est un outil dont on ne peut pas se passer, je veux dire, pour aller voir une banque et demander un financement. Et ce business plan, c'est la clé d'une demande réussie. Alors, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Alors, j'ai développé, moi, une capacité à développer du business plan avec le temps et voir exactement quels sont les éléments factuels sur lesquels il faut, en fonction des business, sur lesquels il faut approfondir pour que la banque soit rassurée, que les calculs soient en phase après avec les réalités du marché. Et on ne peut pas déconnecter un marché de ses réalités. Il faut que le calcul financier qui est associé à ce business plan soit réellement en phase avec la réalité du marché. Et puis, l'idée, c'est que le projet chiffré va gagner en crédibilité. La banque va regarder les chiffres avec beaucoup de précision. Et donc, plus c'est détaillé, plus l'analyse du marché est fine, plus on a une chance de montrer à la banque qu'on est expert dans ce marché, qu'on le connaît, qu'on est capable de connaître des tenants aboutissants et qu'on peut maîtriser son potentiel de croissance. Donc, ça permet de valider une stratégie commerciale, par exemple, envisagée, un positionnement produit proposé, etc., etc. Alors, le business plan, donc, il permet également d'intégrer des apports personnels, c'est-à-dire que le business plan, il intègre les paramètres du porteur de projet, du propriétaire de projet, qui amène, alors on revient à notre apport de 30%, pour valider le montant prêt proposé. Et la banque peut également demander, alors au-delà de la rigueur, des précisions de la proposition, elle peut demander des garanties. Alors, ces garanties, alors bien qu'on ait un document qui, je dirais, borne l'intervention, borne le dossier, ces garanties peuvent être un appel de garantie personnelle. Alors, c'est là où il faut être très méfiant. C'est là où il faut être très méfiant. La banque peut demander, par exemple, des garanties immobilières. Une garantie immobilière, c'est quoi? C'est vous avez un appartement et la banque prend une hypothèque sur votre appartement.
où vous avez un bien de famille, il faut demander l'accord à la famille de pouvoir mettre ce bien en caution pour que la banque puisse passer à l'acte. Alors, ça fait partie du système français. La caution est quelque chose de très important. À défaut de biens immobiliers, etc., la banque peut prendre une hypothèque sur éventuellement le fonds de commerce, si c'est un fonds de commerce dont il est question, ou sur des parts de la société pour justifier le montant investi. Alors, une idée qui peut, face à cette rigueur, je dirais, de l'univers bancaire, une idée qui peut apparaître pertinente, c'est de diversifier les sources de financement. Alors, l'idée, par exemple, c'est pour des porteurs de projets, on peut aller essayer de chercher des pistes de financement avec, par exemple, une piste de financement participatif. Alors, c'est ce qu'on appelle du crowdfunding. Vous avez dû entendre parler de ça déjà. Ça se pratique beaucoup aux États-Unis, le crowdfunding. C'est vous présenter d'ailleurs un site spécialisé pour ça aux États-Unis. Vous présentez votre projet et les gens qui sont intéressés mettent de l'argent sur votre projet. Alors, ça peut être de l'argent parce qu'ils aiment votre projet, ils aiment votre idée, puis ils veulent vous aider à développer votre boîte. Et à ce moment-là, vous ne devez rien. Ou alors, ça peut être une prise éventuellement d'intérêt dans la boîte, et puis vous remboursez dans le temps, où les gens restent avec vous. Bon, c'est du crowdfunding. Ça permet de lever des fonds auprès du public. Et c'est vrai que pour des projets sexy, entre guillemets, qui captent l'attention, qui peuvent intéresser un public jeune ou un public senior, ça permet de financer facilement une entreprise. Une autre possibilité, c'est d'avoir recours à ce qu'on appelle des family office, de l'investissement privé, donc des family office ou des business angels, qui, eux, peuvent être intéressés. Alors, par contre, cette partie me gêne, moi, personnellement, je vais vous expliquer pourquoi. Ce sont des family office qui prennent une participation, qui mettent de l'argent dans votre boîte et contre une participation. Le problème de cette démarche est le suivant. C'est qu'un family office qui rentre aujourd'hui, sa démarche va être à 5 ans de doubler, je dirais, de doubler la mise. Ça veut dire que vous allez avoir, au-delà de vos clients, vous allez avoir un deuxième patron. Quelqu'un qui va chercher à doubler son investissement sur 5 ans et donc qui va vous contraindre à forcer peut-être le marché ou forcer votre développement, ce que vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas eu cette contrainte additionnelle à gérer. Donc, personnellement, j'ai le Family Office, Business Angel, j'ai une petite réserve, à moins de trouver le business angel idéal. Alors, j'ai une anecdote absolument fameuse à mettre, à glisser là, à ce moment-là. Je pense que vous connaissez une boîte qui s'appelle le Slip Français. C'est une boîte qui a été créée par. Je trouve le concept génial, personnellement. Le Slip Français, c'est une grande idée. Ça fait partie de ce qu'on appelle les grandes idées. C'est simple, c'est facile, et puis le consommateur a suivi. Bon. Le problème, c'est que le slip français, dès le départ, fabrication en France avec des matières premières françaises, avec des ouvriers français et des usines françaises, eh ben, généralement, là aujourd'hui, ils sont à 30-35 millions de chiffre d'affaires. Historiquement, ils n'ont jamais gagné un sou. Ils ont fait des pertes tout le temps. Et alors, au bout de la deuxième année, il devait être à 1,8 million de pertes à peu près. Il y a un fonds de pension, pas un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est rentré dans le truc et qui les a financés. Bon. Et puis la troisième année, rebelote, reperte, il les a financés. Quatrième année, rebelote, reperte, il les a financés. Et donc, c'est un fonds qui, au départ, pensait rentrer avec profit dans une idée géniale et qui, finalement, se retrouve aujourd'hui collé. Alors, ils sont, je pense, à 15-20 millions d'investissements perdus qu'ils ne rattraperont jamais. Alors, là, c'est le phénomène inverse, par contre. C'est le fonds qui est collé et pour se sauver les mains, ben, il continue à investir au niveau de l'entreprise. Ben, c'est un paradoxe, par contre, c'est un paradoxe. Mais généralement, je reviens à la discussion de tout à l'heure, un fonds qui vient et qui veut faire sa plus-value, c'est un petit peu gênant. J'ai l'exemple d'une école également qui s'est achetée en 90 100 000 euros, en 2000, pardon, elle s'est achetée 100 000 euros.
Elle a été revendue 500 000 euros 5 ans plus tard. 5 ans après, on a passé le milliard. Et là, aujourd'hui, après 2-3 capitales, enfin 2-3 investisseurs type Business Angel et compagnie ou fonds d'investissement, elle est à 3 milliards. Or, elle a augmenté en termes d'élèves, je dirais de manière relative. En termes de chiffre d'affaires, l'augmentation a été relative. Ça veut dire que la valeur aujourd'hui n'est que le reflet de la plus-value latente qu'attend de faire le fonds qui est dedans pour passer la main à un autre fonds. C'est un petit peu paradoxal. Bien, quoi d'autre diversifier les sources, oui. Alors, il y a une autre solution également, c'est le prêt familial. Ça Peut-être tu s'appelle du... conclus là-dessus, OK, Philippe, et après on aura des questions, si d'accord. tu Mais veux bien. j'aimerais bien parler du business plan aussi. Le, 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 Rapidement, le on n'aura pas le family... temps de rentrer dans le détail, mais bon, Bon, OK. Alors, il y a une autre vas-y. solution qui est le family office. Pardon, pas le family office, le prêt familial. Le prêt familial, c'est ce qu'on appelle du love money. Alors, c'est une solution qui peut être utilisée avec bonheur pour financer un projet. Mais, comment dire, c'est de l'argent qui appartient à la famille. Ça veut dire qu'on ne peut pas se rater. Parce que si vous vous ratez avec un projet financé par la famille et la famille a perdu ses économies, c'est pas bien. J'ai le souvenir d'un ami qui avait financé son entreprise comme ça, et puis il s'est planté, et il n'a pas supporté l'opprobre de la famille qui lui est tombée dessus, et il s'est suicidé. Donc, ça peut être facile d'utiliser du love money, mais attention. Et puis les microcrédits, oui, pourquoi pas. Et puis la tontine. Alors la tontine, c'est quelque chose qui vient, je crois, d'Afrique. J'en suis pas sûr, mais à vérifier. La tontine, c'est quoi? Ce sont des gens qui rentrent dans un système d'apport d'argent, dans une espèce, on va dire, une caisse commune. Puis quand la caisse arrive à un certain niveau, il y en a un qui récupère la caisse, qui monte son business. Et puis on recommence une tontine. Alors, c'est comme ça, par exemple, qu'à Paris, la communauté chinoise a racheté beaucoup de bars tabac avec une tontine. Et alors après, ben, on rembourse la tontine et puis on continue son bonhomme de chemin. Moi, Ben, ça- je travaille sur un modèle business plan de Deloitte qui est, je trouve, le meilleur business plan qui a été fait et qui est un business plan, Et tu as comment dire, l'autorisation pour le partager, bien sûr. bah, manquerait plus que ça encore. Te mettre en défaut. Alors, voilà le squelette d'un business plan. L'executive summary, c'est en 3 pages, résumé. Alors, moi, j'ai tendance à faire des business plans qui font 100, 150 pages. Bon, je suis un peu bavard parce que je creuse tout pour avoir la réponse à tous les éléments. Je fais beaucoup de business plans, moi, qui vont au tribunal pour des reprises d'achat de boîtes au tribunal. Et généralement, au tribunal, ils posent des questions farfelues. Donc, il faut avoir la réponse à n'importe quelle question qui peut tomber. Donc, l'executive summary, c'est 3 pages de résumé. Résumé financier, le concept et pourquoi ce concept va marcher. Et les résultats avec un tableau financier synthétique qui reprend les indicateurs clés. Deuxième partie, c'est le contexte, l'idée, le rationnel. Comment cette idée est venue? Et dans quel contexte? Ensuite, le rappel de la mission de l'entreprise et les objectifs. Alors là, la mission, toute entreprise a une mission. Hein. Walt Disney make people feel happy. Quelle est la mission de son entreprise? À quoi elle va servir cette entreprise? Et puis les objectifs, à la fois volume, financier, etc. Ensuite, la partie 4, c'est une partie qui peut être bavarde sur l'analyse du marché. Pourquoi? Parce que l'analyse du marché va nous permettre d'identifier des niches éventuellement de marché qui n'ont pas été couvertes ou éventuellement un manque dans le marché. Et donc, nous apportons cette offre. Donc, très important donc, d'identifier donc, le marché cible, la taille du marché financièrement et de manière volumique, la croissance de ce marché, est-ce que c'est un marché dynamique ou pas, etc. La profitabilité des intervenants sur ce marché,
et puis les tendances, et puis les facteurs clés de succès. Voilà une présentation du marché complète. Alors, généralement, moi, je travaille sur des documents Xerfi. C'est des analyses qui sont faites par cette société qui sont extrêmement détaillées et qui permettent donc de devenir expert sur un marché cible. Partie 5, ça va être l'analyse de la concurrence. C'est très important, ça. Qui est sur le marché? Est-ce qu'on est sur un marché qui est concentré? Ça veut dire qu'il y a 3-4 gros opérateurs, puis le reste sont des petits opérateurs. Ou au contraire, est-ce qu'on est sur un marché qui est complètement atomisé? Alors, quand vous rentrez dans un marché atomisé, ça peut être génial. Pourquoi? Parce que si votre concept est large, vous pouvez rapidement devenir un gros opérateur sur le marché atomisé, racheter ensuite des petits opérateurs et devenir un gros opérateur sur le marché. Alors que si vous êtes sur un marché concentré, c'est un petit peu David contre Goliath, il faut avoir un concept encore plus fort pour pouvoir battre Goliath en étant David. Donc, c'est pour ça que l'analyse de la concurrence est très importante pour justifier la stratégie de pénétration sur le marché qu'on va avoir ensuite. Le plan marketing, bien évidemment. Alors, là, il y a un plan marketing en 4P, mais en fait, on est à 10P aujourd'hui. Donc, c'est un plan marketing à 10P où, outre le prix, le produit, la distribution et puis la promotion publicité, on va s'intéresser à des variables comme le service, comme la communication digitale, etc., etc. Ensuite, on aborde l'organisation. Qui fait quoi dans la boîte, comment on s'organise. Donc, c'est l'organigramme. Mais un organigramme écrit de manière intelligente en fonction des performances de chacun des opérateurs. Le patron de la boîte, quelles sont ses connaissances, quelles sont ses capacités à gérer. Alors, ça peut être un financier. Hein. Imaginons que vous montiez un restaurant, le patron, il ne sait peut-être pas cuire un œuf. Donc lui, il va gérer la boîte, il va s'occuper de tout ce qui est rentabilité, profitabilité. Et puis il y a un chef de cuisine, alors lui, par contre, lui, c'est l'homme clé de la boîte, c'est un des key people, qui va être une des clés de succès de l'entreprise. Je suis déjà allé au tribunal avec un chef de cuisine pour faire goûter les plats que le chef de cuisine avait préparés dans le restaurant qu'on voulait racheter. Ça marche. Et puis, en 6e position, le plan financier. Alors, le plan financier, il y a des modèles financiers pour ça que j'ai développé pour détailler à outrance le plan financier. Ça passe par l'investissement, ça passe par l'analyse du chiffre d'affaires, comment ce chiffre d'affaires se développe mois par mois les 3 premières années, si on est sur 3 ans. Le calcul, naturellement, donc, du compte de résultat. Alors, le calcul après des bilans, sortir les bilans, actifs, passifs, compte d'exploitation sur 3 ans. Sortir ensuite les tableaux de financement. Le calcul de la CAF, par le haut et par le bas. Le calcul du BFR, très important, le calcul du BFR. Alors, un point qui est important, c'est quand vous reprenez une boîte, les banques ne financent pas le BFR. C'est débile, mais les banques ne financent pas le BFR. Elles financent des investissements, elles financent des... Mais le BFR, non. Il ne faut pas mettre le BFR dans le montant à financer parce que la banque refuse. Le BFR, il va être financé par de l'argent propre apporté par le propriétaire du projet. Et puis, donc, différentes balances, etc., ratios... Et puis, éventuellement, si on veut finir le dossier, un indicateur de rendement du projet. Bon. Ensuite, dernière partie, le plan d'action. Donc là, il y a eu le plan marketing, le plan d'action, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, le digital aujourd'hui a pris le pas sur, je dirais, l'économie classique des médias. Donc, pas hésiter à montrer un plan digital avec des investissements sur le web conséquents. Peut-être un ajout d'investissement conséquent aussi en médias classiques. Et la promotion, qu'est-ce qu'on fait comme opération promotionnelle, etc. Conditions commerciales, c'est là où ça peut s'expliquer. Comment on monte les conditions commerciales avec la grande distribution. Et puis, un détail des opérations, voire même éventuellement montrer des marques d'opérations jusqu'où on peut aller. Bon, en annexe, éventuellement de la régulation,
des contraintes métiers. Pour des métiers de bouche, par exemple, tout ce qui est contraintes professionnelles, des contraintes liées à la réglementation sur la commercialisation de biens alimentaires, etc. Voilà. Un mot pour rappeler que Convergence Internationale aujourd'hui, c'est un opérateur qui intervient sur le développement international et qui offre eh bien, des services autour du développement international, structuré, et voilà, je montrerai ce slide très rapidement, avec deux offres piliers qui sont une offre de visibilité et de développement des relations d'affaires, et puis une offre projet que nous déployons sur l'axe Europe-Afrique avec des partenaires. Vous, j'en dirais, enfin, peut-être que vous en voyez, je reviens sur le slide précédent, il y en a un certain nombre ici. Je citerai par exemple l'ACP Énergie, écosystème spécialisé dans l'énergie et les mines, mais aussi la Chambre franco-arabe ou encore Stratexio, qui est un partenaire issu du MEDEF.